qui s'est passé cette nuit. Ça s'est terminé tard dans la nuit, après 3 heures du matin, cette réunion à huis clos avec les chefs de parti. Il y avait pour la France Insoumise Manuel Bompard, il y avait également d'autres chefs de la NUPES. En sortant, ils se sont dit déçus, et en même temps, vous n'en attendiez pas grand-chose. Exactement. Alors déjà, je voudrais dire que l'initiative d'ampleur d'Emmanuel Macron n'avait d'ampleur que le temps qu'il a retenu les participants à l'intérieur de ce huis clos, comme vous dites. Avec 12 heures. 12 heures, exactement, avec de nombreuses propositions qui ont été faites, puisque la NUPES avait élaboré en commun 14 propositions, notamment puisque le président de la République parlait de référendum, un référendum sur les retraites, puisque des 49-3, des manifestations réprimées, le Parlement bafoué ont empêché le peuple français de s'exprimer sur ces 2 ans de vie volée. Ça a été refusé, de même que sur la vie chère qui étrangle des millions de familles dans ce pays, avec le blocage des prix à la baisse, qui lui aussi a été refusé. Donc Emmanuel Macron incarne aujourd'hui le pire de la Ve République. C'est le fait du prince. Il réunit des gens, les gens parlent, et à la fin, comme pour la Convention citoyenne pour le climat, comme pour le grand débat lorsqu'il faisait parler les Français, eh bien, c'est lui qui décidera ce qu'il veut en retenir. Vous regrettez d'avoir accepté cette invitation? Vous vous dites non, finalement je pense que c'est important que les chefs de parti de la NUPES, dont Manuel Bompard, aient été portés jusqu'au bout nos propositions. Il y a un document qui existe sur ce que nous avons porté. Et je vais vous dire que je suis particulièrement inquiète de cette rentrée politique dans le pays. Pourquoi ? Le président de la République a commencé par la rentrée politique par une interview dans Le Point, dans lequel, de nouveau, il utilise les mots de l'extrême droite. Et nous sommes dans une situation recivilisée, décivilisée, et nous sommes de nouveau dans une situation d'un chaos social terrible. Et je le dis, la République est en danger dans notre pays. La République sociale, la République des libertés publiques. Et donc, nous serons nombreux et nombreuses à aller marcher le 23 septembre à l'appel d'une centaine d'organisations avec toutes celles et ceux qui sont attachés aux libertés publiques, à la justice sociale et contre les violences policières. C'est une marche notamment contre les violences policières, on y reviendra, mais reciviliser, déciviliser, c'est l'extrême droite. On ne peut pas dire ces mots. Bien, écoutez, c'est un titre d'un livre de Renaud Camus qui disait encore oui, mais on sait l'année depuis, dernière sur Sud Radio, il parlait encore de nettoyage ethnique. Donc je pense qu'il faut savoir d'où viennent les mots. Oui, mais ça, c'est la première chose. Justement, non, là, faisons juste une pause pour expliquer, parce que justement, certains se sont renseignés, des journalistes ont enquêté. Vous avez tout à fait raison que ces mots ont été utilisés, comme vous le dites, mais en l'occurrence, il semble que la veille de l'utilisation de ce mot par Emmanuel Macron, il ait rencontré le politologue Jérôme Fourquet, qui a parlé avec lui et qui a réfléchi à cette question de décivilisation et qui d'ailleurs publie un livre dans quelques semaines sur ce concept. Vous ne pouvez pas dire que Jérôme Fourquet, c'est un fasciste. Mais les mots ont des poids. Je ne suis pas en train de dire que c'est un fasciste. Je trouve ça problématique que le président de la République commence sa rentrée politique en utilisant des termes qui ont été utilisés dans l'histoire par l'extrême droite. Et je vais vous dire quelque chose, Madame Apolline de Malherbe, qui est très important. Vous savez ce qui s'est passé. Vous savez d'où il vient. Je veux vous dire quelque chose qui est très important. Vous savez quelle est la base de la civilisation humaine? De ne retenir que ce qui vous arrange. Non. Eh ben, écoutez, c'est un titre d'un livre. Vous pensez aux mots que vous utilisez. Attendez. La base de la civilisation, c'est l'entraide. Et je vais vous dire pourquoi nous sommes dans une situation catastrophique. Nous avons un problème urgent avec les enfants dans ce pays. Vous avez la mortalité infantile qui augmente de manière significative dans notre pays. L'année dernière, 2700 enfants sont morts avant leur premier anniversaire. La mortalité infantile, pour que tout le monde comprenne, dans ce pays alors qu'on était d'habitude effectivement historiquement un des niveaux, quelque chose, un indicateur du niveau de développement et de bien-être d'un pays. De même que hier, nous avons appris qu'il y a près de 2000 enfants qui dorment à la rue dans ce pays, dont 25% sont des enfants de moins de 3 ans. De moins de 3 ans. Et c'est en augmentation de plus 20% depuis l'année dernière. Si vous continuez, la moitié des pauvres de ce pays ont moins de 30 ans, dont un tiers sont des enfants. Je le dis ici de manière très forte. Un pays qui ne prend pas soin de ses enfants de cette manière est un pays qui détruit son avenir. Emmanuel Macron est en train de tiers-mondiser la France et je suis très inquiète sur cette question. De même quand vous voyez, et je terminerai par ce chiffre, qu'un enfant sur 4 en situation de handicap n'a aujourd'hui pas de scolarité digne, et pas de scolarité. Parce qu'il n'a pas d'AESH, d'accompagnant d'élèves en situation de handicap, ou parce qu'il n'a pas de place dans un service ou un institut dédié. C'est très grave ce qui est en train de se passer. Nous
nous sommes la 7e puissance économique au monde. Eh bien, j'aimerais que Emmanuel Macron parle de ça plutôt que d'utiliser je ne sais quel mot pour parler des révoltes de ce pays. En a parlé? Est-ce qu'il a parlé, comme vous le faites ce matin à ce micro, à Emmanuel Macron hier soir, de ces questions, de la mortalité infantile, des enfants qui dorment dans la rue? Oui, il a parlé de ces questions, il a parlé de l'augmentation des salaires, de la planification écologique, de la 6e République, de la question de la police dans ce pays. Nous avons fait, vous verrez, il y a un document avec 14 propositions sur lequel nous nous retrouvons avec la NUPES que nous avons porté en commun. Et je le dis, il est inadmissible que ce gouvernement ne prenne pas à bras le corps. Je vous redis juste quand même pour qu'on se rende bien compte de la situation. 1980, la France était le 5e pays de l'OCDE avec le taux de mortalité infantile le plus bas. Aujourd'hui, nous sommes le 20e pays, derrière la Lituanie, derrière la République tchèque ou derrière la Grèce. Pour vous, c'est dû à quoi? Eh bien, l'Organisation mondiale de la santé... Parce qu'il y a peu d'explications, y compris du côté de la santé, officielles sur cette hausse de la mortalité infantile. En quoi, pour vous, c'est une raison politique? Quel est le lien pour vous entre la présidence d'Emmanuel Macron, la hausse de la mortalité infantile? Je vais vous dire. L'Organisation mondiale de la santé dit que le facteur numéro 1 sur la question de la mortalité infantile, c'est la question des niveaux d'inégalité dans les pays, plus des systèmes de santé. Quand vous avez des maternités qui ont été fermées à tout va, vous avez, alors je ne sais plus le chiffre exact, mais entre... près de la moitié des maternités qui ont été fermées depuis 40 ans et qu'Emmanuel Macron a continué. Vous avez un effondrement aujourd'hui de l'hôpital public. Et encore, il y a 2 jours de cela, je lisais l'histoire d'une femme qui, à Bordeaux, a failli mourir avec son enfant, lui, malheureusement, est mort, alors qu'elle était enceinte, notamment pour un manque de soins qui n'a pas pu lui être accordé à temps. De même que vous avez des enfants qui sont morts parce que lorsque vous devez déplacer des femmes par hélicoptère en urgence pour pouvoir accoucher lorsqu'il y a des situations compliquées, eh bien là aussi vous avez des enfants qui sont morts, je pense notamment au petit Aimé. Mathilde Panot, est-ce que ça veut dire que vous estimez aujourd'hui que quand le gouvernement, quand le ministre de la Santé dit que certes il y a des tensions partout dans les hôpitaux, que beaucoup d'urgences ferment, mais qu'il n'y a pas pour autant de conséquences sur la santé des Français, ils mentent? Oui, et je pense que tous les soignants de ce pays vous le diraient. Rappelez-vous toujours, nous avons eu le Covid, qui est un choc extrême dans le pays. Le Covid, c'est un moment où tout le monde se rend compte à quel point celles et ceux qui sont essentiels à la dignité d'une nation sont aussi celles et ceux qui sont les moins payés et dans lesquels, pendant des années, on nous a demandé de faire de l'austérité. Et là, de nouveau, Emmanuel Macron, qu'annonce-t-il comme horizon aux Français? Eh bien, 15 milliards de cures d'austérité, c'est ce qu'ils veulent faire pour ce nouveau budget. Donc, pour vous, une des priorités, hier soir, ça aurait dû être de dire on rajoute des ambulances, on rajoute des médecins, on rajoute des infirmières, on augmente les salaires des soignants. C'est ce que j'étais en train de dire. Avant le Covid, vous aviez l'ensemble de l'interurgence qui était en grève pour dire il faut arrêter de manière immédiate avec cette politique d'austérité sur la santé parce que la santé est notre bien commun. Et quand vous voyez qu'ils veulent de nouveau dans le budget cette année augmenter les médicaments, faire un nouvel impôt sur les médicaments, un nouvel impôt sur les consultations, ce que vous appelez un nouvel impôt sur les médicaments, c'est un Français sur 3 renonce à se soigner. C'est rajouter une franchise. Concrètement, ça reviendrait probablement à 50 centimes par boîte de médicaments qui ne seraient pas remboursés. Conférence sociale, malgré tout, conférence sociale sur les bas salaires, justement, sur toutes les branches où on commence en dessous du SMIC. L'Élysée a confirmé que ça avait été en discussion et que c'était prévu du coup dans les semaines ou les mois qui viennent. Ça, c'est quand même une avancée obtenue hier soir? Alors, on va voir si effectivement elle se concrétise parce que il y a eu des discours différents qui ont été entendus, mais soit, disons que cette conférence sur les bas salaires existe. Eh bien, Emmanuel Macron nous fait juste perdre du temps. Depuis combien de temps demandons-nous à la France insoumise, avec Jean-Luc Mélenchon comme candidat à la présidentielle, d'avoir une conférence sur les salaires, d'avoir des négociations par branche pour augmenter les salaires par branche? Depuis combien de temps? Eh bien, depuis au moins 3 ans, nous demandons cette conférence-là. Et depuis 3 ans, l'intersyndicale la demande et il ne se passe rien. Donc, peut-être que Emmanuel Macron, sur un sujet, est revenu à la raison. Mais j'attends de voir parce que, franchement, quand vous voyez ce qu'il a fait, par exemple, de la Convention citoyenne pour le climat, qui avait fait un travail excellent et dont ils ont jeté 90% des propositions à la poubelle, je ne suis pas sûre que j'ai envie de faire confiance à Emmanuel Macron sur cette question. Vous êtes un peu dupe, vous n'êtes pas dupe là-dessus. Mathilde Panot, sur la question du pouvoir d'achat, vous disiez que ça aurait été l'une des priorités à vos yeux. Lorsqu'on le voit, l'augmentation des prix, notamment sur les fournitures, vous feriez quoi, vous, sur les fournitures? Quand vous entendez Gabriel Attal, le nouveau ministre de l'Éducation, qui dit « je vais tenter de trouver une solution pour aider les plus modestes, ceux qui travaillent, qui n'ont pas d'aide », vous feriez quoi, vous? Alors, vous avez d'un côté un gouvernement qui augmente l'allocation de rentrée scolaire de 5,6%.
d'accord? Et l'augmentation des fournitures scolaires, c'est 11,3%. Donc vous comprenez qu'il y a un problème et qu'il y a un mensonge sur le fait qu'avec cette hausse, cette revalorisation de l'allocation... Mais là, il n'y a pas de mensonge. Ils n'ont jamais dit que ça allait... qui disait qu'avec l'allocation de rentrée scolaire, on pouvait tout combler. Ce n'est pas vrai. Nous avons fait une proposition de loi que nous avons déposée à l'Assemblée nationale qui redit, nous voulons une école publique entièrement gratuite. Ça coûterait, Madame Apolline de Malherbe, 7 milliards d'euros. 7 milliards d'euros, c'est juste 4% de ce que les 500 familles ont accumulé en plus l'année dernière. Donc ce n'est pas grand-chose dans ce pays, d'autant plus quand on voit que la France est devenue aujourd'hui le 3e pays au monde avec le plus de millionnaires. Donc, quand vous dites les 500 familles, c'est un peu un mot à l'ancienne, mais ça veut dire quoi? C'est les 500 familles les plus riches de France? Exactement. C'est ça ce qui est indiqué dans des études. Voilà, les dividendes.